Alors, on va passer la parole à Dominique Montmiron, on reviendra tout à l'heure vers vous. Vous êtes ancien conseiller technique, Monsieur Montmiron, de l'école inclusive. Vous avez, peut-être en quelques mots, vous pouvez nous rappeler votre expérience de terrain, les outils qui sont mis à disposition en tant que conseiller technique, mais aussi les difficultés rencontrées sur le terrain aussi dans cette mission. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, alors moi, très rapidement, j'ai un parcours à l'ancienne. C'est-à-dire, je pars du bas de l'échelle, et puis je suis allé jusqu'à ce que je puisse monter. Voilà. Donc moi, j'ai commencé comme instituteur, et comme toute ma promotion sortant de l'école normale à l'époque, instituteur remplaçant. Mais c'est ça qui m'a permis de prendre connaissance des élèves qui ne sont pas tout à fait des élèves comme les autres, mais qui sont quand même des élèves. Après, je suis devenu instituteur spécialisé, puis directeur adjoint chargé de SECPA de collège, et puis inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré, inspecteur professeur en IUFM, et puis conseiller technique pour l'ASH auprès d'un recteur. Voilà, donc ce qui m'a permis d'avoir une expérience de tout le système scolaire, de la maternelle jusqu'à la classe de troisième de collège. Je n'ai jamais enseigné en lycée, mais bon, pour le reste, je les connais. Voilà. Et donc les missions du conseiller technique à SH de recteur, elles sont, je vais essayer de les résumer très rapidement. Il y a d'abord une mission d'expertise, c'est évident. Expertise auprès du recteur et de ses services sur les questions liées à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers pour que tout le monde soit à peu près informé des réalités et des attentes. Deuxième mission, c'est une participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique académique dans ce domaine. Sachant qu'on n'est pas décisionnaire. Quand on est conseiller technique, les conseils n'engagent que celui qui les donne, pas celui qui les reçoit. Et puis, troisième mission, c'est une veille d'information en liaison avec le ministère, notamment le bureau de l'école inclusive de la DGESCO. Et puis aussi tous les partenaires, parce qu'il y a un énorme travail de partenariat, que ce soit avec les universités, l'IH2EF, l'INSHEA, les INSPE, l'enseignement agricole, les ARS, les services régionaux de l'État, la PJJ, l'OFI, l'Office français d'immigration et d'intégration, la région, puisqu'on travaille dans une académie, donc il y a forcément une région de partenaires, et puis tout le monde associatif, comme par exemple DFD. Voilà. Et alors, par rapport à la dyspraxie... Puisque vous avez été enseignant spécialisé, je crois également, c'est oui, ça et... Voilà. Oui, voilà. Oui, non, mais bon, mais la mission, peut-être j'en reviendrai après, mais la mission par rapport à la dyspraxie, il faut bien se rendre compte que la dyspraxie, ça fait partie des très nombreux troubles aux expressions multiples dans la grande catégorie des troubles du neurodéveloppement. Ça a été présenté tout à l'heure par les médecins. On voit que rien n'est simple. Et donc, quand on est CTASH de recteur, sa prise en compte s'inscrit dans la mise à niveau permanente des connaissances, tant dans la nature des troubles que dans leur expression spécifique et surtout dans la diversité de leur expression en termes de besoins éducatifs particuliers tout au long du parcours scolaire pour les enfants qui en sont atteints. C'est-à-dire que c'est de la petite section de maternelle jusqu'au lycée. Et donc ça implique une mise à jour permanente des opportunités de compensation, d'accessibilité, de personnalisation pédagogique. Sans ça, on n'y arrive pas. Et puis évidemment, un partenariat essentiel avec l'INSHEA, les services médicaux spécialisés, locaux ou nationaux, et puis le monde associatif, comme avec DFD. Voilà. Alors les freins, les obstacles à la mission, c'est la profusion de la mission, parce que vous vous rendez bien compte qu'on ne s'occupe pas de tel ou tel type de trouble, mais de l'ensemble des besoins éducatifs particuliers, au-delà du seul champ du handicap. Donc ça demande une grande disponibilité logistique et puis cognitive, tous azimuts sur un champ très vaste. Il y a une grande diversité de besoins éducatifs particuliers, y compris chez les élèves qui présentent une dyspraxie, au-delà des grandes typologies et des taxonomies médicales. Ça a été évoqué tout à l'heure par les médecins. Et puis une autre difficulté, c'est la dispersion des cas sur un territoire vaste. Un territoire académique, c'est vaste. Vous avez vu les pourcentages qui ont été évoqués, entre 1,8 et 5,6% des enfants. Ça veut dire que sur le territoire académique, la dispersion, elle est vaste. Et il ne faut pas oublier que c'est une dispersion qui est vaste, mais également dans un contexte environnemental qui évolue en permanence.
D'abord parce que le parcours annuel des élèves, il change chaque année, par définition. Chaque année, on passe à un échelon supérieur, on passe dans un système d'école maternelle, d'école élémentaire, de collège, de lycée. Là aussi, il y a encore différents stades sur les lycées. Il y a une évolution des structures scolaires, bien sûr, des structures médico-sociales, et puis des réformes du système éducatif. Donc il faut conjuguer tout ça, voilà. Alors, vous avez fait part également dans nos échanges précédents, alors en quelques minutes, effectivement, vous avez été vous-même enseignant spécialisé et accompagné des élèves concernés par ces troubles. De quels outils disposiez-vous? Est-ce que vous aviez reçu des formations concernant ce trouble? Est-ce que quel point positif peut-être? J'avais prévu de vous présenter 2 cas. Ça vous intéresse? En même temps, ça permettra de traiter ça. C'est-à-dire 2 cas que j'ai connus il y a une trentaine d'années. Donc, Monsieur Ringard nous parlait des progrès depuis 20 ans. Ben là, je vais remonter à une décennie plus tôt encore. Il y a une trentaine d'années, 2 cas particuliers. Pourquoi je les prends? Parce qu'ils sont encore très signifiants par rapport à la réalité de l'école inclusive. Alors, je sortais de ma formation d'enseignant spécialisé. J'avais eu une formation conséquente avec Michel Mazot, donc j'étais parfaitement au fait de tout ça. Et j'arrivais donc en académie, en établissement et en structure spécialisée. Et c'est là que j'ai rencontré 2 cas vraiment qui me semblent typiques. Le premier cas, Michael, 6 ans. Il est en l'équivalent d'une Ulysse école, si vous voulez. Il rentre donc dans cette Ulysse école. 6 ans, c'est l'âge d'apprentissage de la lecture. Il est suivi par un CESAD APF parce qu'il est à l'époque classifié dans la catégorie du handicap moteur. Il présente effectivement des séquelles d'infirmité motrice cérébrale, surtout avec quelques symptômes au niveau des membres inférieurs, et puis un léger strabisme, mais strabisme qui n'est pas fixé. Et très rapidement, je me rends compte que l'apprentissage de la lecture se heurte à des difficultés que les mesures didactiques usuelles ne parviennent pas à réduire. Il est capable de reconnaître et de mémoriser chaque lettre des mots, d'associer les lettres pour construire les premiers phonèmes, les premières syllabes. Il n'a aucune difficulté de compréhension des textes qui sont lus par l'adulte, ni aucun problème de mémorisation. En revanche, le tracé des lettres lui est très difficile. Surtout, il est incapable de retrouver les morphèmes dans un mot et encore moins dans un texte, malgré tout l'entraînement possible, que ce soit au tableau ou sur support papier. Prenant en compte son strabisme léger, mais voyant qu'il n'était pas fixé, moi je fais l'hypothèse, comme l'avait appris à Michel Mazot, peut-être d'une dyspraxie visuospatiale. Donc je demande à sa maman si le diagnostic a été posé. La maman me dit non, j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vois le médecin du service APF qui le suit, du CESAD. Très bien, une femme vraiment très bien, mais à l'époque, elle me dit non, écoutez, là, je ne suis pas très au fait de ce que c'est qu'une dyspraxie visuospatiale. J'ai personne dans mon équipe qui est capable de faire un diagnostic. Bon, avec le CESAD, on a réussi à trouver un centre compétent pour qu'un diagnostic soit posé sur Paris. Malheureusement, une année d'attente avant d'obtenir le rendez-vous, parce que c'était très chargé. On a quand même commencé de travailler. Et donc, voilà, au niveau des ressources, j'ai pris les ressources qui étaient à notre disposition, écrit sur ordinateur, support tableau et papier avec couleur, avec repères graphiques pour distinguer morphèmes, syllabes. Et finalement, l'entrée dans l'apprentissage de la lecture se fait. Il ne se fait pas vraiment au même tempo que les autres élèves, mais les acquis et les progrès sont là, et puis c'est l'essentiel. Deuxième cas, c'est encore plus terrible. Là, on est dans un établissement sanitaire, et j'arrive dans cet établissement sanitaire, et on me présente un élève, Julien, 14 ans. Alors lui, il a une infirmité motrice cérébrale importante, il est cloué dans un fauteuil électrique avec une coque. Il a une tétraparésie spastique et une forte athétose des membres supérieurs et même du cou, et puis un strabisme important, absolument pas fixé. Il a été scolarisé dans l'équivalent de l'unité d'enseignement de cet établissement, mais jamais personne n'a réussi à lui apprendre à lire. En fait, je me rends compte que les enseignants de là-bas ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait.
Et donc, on avait utilisé les méthodes traditionnelles, n'arrivait à rien. Et on me dit, oh, bah, tu vois, il est perdu pour la lecture, ce garçon. Et moi, je dis, non, c'est pas possible. Donc, je le prends avec moi dans mon groupe, où j'étais en train de monter l'atelier informatique de l'établissement. Et en partenariat avec une autre collègue qui, elle, travaille sur la méthode gestuelle Borel-Mézoni, on dit, on va lui apprendre à lire. Donc, pour ma part, je prends avec moi ce garçon, je mets en place ce qu'on appelle à l'époque des orthèses, c'est-à-dire la possibilité de travailler sur un ordinateur avec un très grand écran, avec un pointeur à défilement, et on commence à travailler sur la découverte de la lecture. Et là, les progrès sont stupéfiants. Il apprend très très rapidement à lire et à écrire. À la fin de l'année, il n'a plus besoin du pointeur. Il a réussi à écrire avec un clavier, alors certes avec 2 doigts et de manière très maladroite, mais efficace. Et à la fin de l'année scolaire, il me demande, Dominique, est-ce que tu me permets d'écrire mon autobiographie pendant les vacances ? Donc pour vous dire, les progrès étaient faisables. Et l'année suivante, je suivais toujours cet élève. Et en lecture suivie, on travaillait sur le prix Goncourt. Il avait 15 ans. On travaillait sur le prix Goncourt de l'année qui venait de sortir. Tous les soirs, je lui recopiais un chapitre de ce prix Goncourt sur ordinateur. Et il pouvait le lire sur écran, alors avec une police de caractère extrêmement grande. Mais voilà, on en était là. Et donc les progrès sont possibles. Il était devenu d'ailleurs complètement autonome sur le web. Voilà. Avec des outils de compensation, effectivement, pour accéder au savoir, notamment. Une belle expérience. Merci.